Je pense qu'on peut commencer par les Knicks. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Est-ce que tu es prêt? Très bien, très très bien, je suis prêt. Très bien pour toi. Comme d'habitude, je commence avec l'illustration signée Jordan Cui-Basket, bien évidemment notre graphiste attitré et nouveau pensionnaire de la capitale américaine Washington. Alors que Petit Scud nous dit Tibbs, terroriste, Tibbs démission, je vois dans le chat, ça part déjà très fort. Petit Scud, bienvenue à toi en tout cas. Très content de t'avoir dans le chat. Stojakovic qui nous dit hey, let's go Knicks. Bon bah parfait, on ne s'est pas trompé. On commence donc par ces New York Knicks. New York, une franchise surprise d'il y a 2 saisons qui s'invitait en playoff et avec la manière. Alors ça n'a pas duré longtemps et on a très vite vu les limites, mais porté par un Julius Randle de feu qui gagnait son Most Improved Player, les Knicks rêvaient de nouveau de contrées verdoyantes à la mi-mai et pourquoi pas en juin. Finalement, la saison passée, c'était la douche froide, le retour de la déception avec en plus, pour couronner le tout, la place du con, on peut le dire, désolé fans des Knicks. 11e place qui est synonyme justement de non-play-in, j'ai envie de dire ça comme ça. Qui était assez loin, il me semble. Vous me corrigerez, les fans d'Enix, dans le chat si besoin. Assez loin, je crois, quand même, en nombre de victoires. Et il y avait un petit cap avec le 10e, me semble. Et donc, une question est-ce que la franchise ne peut-elle pas espérer un résultat un petit peu intermédiaire? Est-ce que son vrai niveau ne se situe pas entre les deux? En tout cas, on va le voir, il y a des choses cette saison à espérer du côté des Knicks qui ne lâchent pas, veulent essayer de sortir de ce ventre mou par le haut. Et on va le voir, pas mal de mouvements à l'intersaison d'intérêt. On va passer à la preview, bien sûr, signée FD. Je vous l'envoie dans le chat. Comme d'habitude, pour tous ceux qui nous regarderaient sur YouTube, la preview écrite est disponible dans la description et peut-être sur le commentaire épinglé si j'ai le temps de le faire. N'hésitez pas à aller la lire, c'est signé FD, supporter des Knicks devant l'éternel bien évidemment, et comme ça vous aurez un avis un petit peu plus exhaustif si vous voulez aller plus loin bien sûr. Un petit mot sur ces Knicks, Jérémy, est-ce que tu veux nous en dire quelque chose avant que je passe au point sur le roster? Bah écoute, non, je pense que tu as tout dit, hein. On est sur une équipe, je pense, hein, qui était beaucoup trop haute en 2020-2021 par rapport au talent qu'elle avait. L'année dernière, elle était peut-être trop en deçà. Donc maintenant, il faut voir si en rééquilibrant un peu comme ils l'ont fait cet été, ils arrivent un peu à se positionner au-delà des 7-8e places. La concurrence Est ayant quand même beaucoup progressé depuis 2 ans, ça va pas être une tâche facile. Donc bah, je crois on peut rentrer dedans maintenant. Let's go, le tour du roster comme d'habitude. Vous allez le voir avec, on va décrypter ça et on va garder le plus gros pour la fin en termes de descriptif des mouvements de l'été. En haut, la place de meneur, bien sûr, Jalen Brunson en premier lieu. On va y revenir comme je le disais. Derrick Rose, Emmanuel Quickley, Miles McBride. En poste d'arrière, on retrouve Evan Fournier et Quentin Grimes. Au poste d'ailier, R.J. Barrett, Cam Reddish, Zvi Mikhailuk. Au poste d'ailier fort, Julius Randle, Obi Toppin. Au poste de pivot, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein et Jericho Sims. Les 2 derniers sont des fans favorites de Jérémy. Il y a une blague là-dedans, je vous laisse trouver laquelle, c'est très inattendu. Donc, 2-3 choses à voir bien sûr dans cette intersaison. La plus grande est bien évidemment la signature de Jalen Brunson. On va y revenir juste après. D'abord, 2 re-signatures d'importance. En premier lieu, R.J. Barrett, le rookie enfin prolongé des Knicks. C'est le premier rookie prolongé qui voit son contrat prolongé dans la Big Apple plutôt, excusez-moi, depuis des années, des temps immémoriaux. La New York fait confiance en son ailier, en son jeune ailier potentiel two-way qui l'année passée a vraiment augmenté en termes de volume son scoring avec toujours quelques petits problèmes d'efficience, mais il y avait encore une fois un nouveau palier de franchi avec les 20 points de moyenne réussis. Quelque chose d'intéressant, on va le voir d'autant plus maintenant que on a un meneur de talent dans la Big Apple. On va pouvoir parler un petit peu de cette potentielle synergie un petit peu plus loin en parlant de Jalen Brunson, bien sûr. Autre signature, Mitchell Robinson, autre prolongation.
4 ans, alors pour RJ Barrett par contre je ne l'ai pas dit, 120 millions sur 4 ans, Mitchell Robinson on est plus sur du 60 millions sur 4 ans, bien évidemment un poste avec beaucoup moins de responsabilités, mais une grande quand même défensivement, puisque c'est l'encre défensive de ces New York Knicks, lui qui permet de parfaitement défendre à l'arceau, parfaitement bien défendre à l'arceau bien sûr, mais également sur le pick and roll, un pivot intéressant qui, on l'espère, aura réussi à apprendre enfin à poser un écran. Voilà, ça c'est pour la petite punchline, la petite pique, hein, s'il en est. Au backup, on accueille également Isaiah Hartenstein. Tout à l'heure, j'ai fait la petite blague, Jérémy. Qu'est-ce que tu penses d'Hartenstein rapidement, pour la blague? Alors, pour la blague, moi je l'ai à Houston, je trouvais ça pas trop mal pour les quelques minutes qu'il avait, mais bon, il avait un rôle qui était quasiment inexistant, donc difficile de se faire un avis. Quand il débarque à Denver pour jouer le backup de Nikola Jokic, moi j'ai trouvé le joueur absolument désastreux. Néanmoins, il semblerait, et j'ai peu regardé jouer les Clippers l'année dernière, que une fois arrivé chez les Clippers, il a été plutôt très bon. Donc voilà, je ne vais pas émettre un avis sur le joueur que j'ai pu jouer il y a 2 ans, au moment où il semblerait qu'il était le pire. Mais beaucoup de mal avec le joueur, autant offensivement que défensivement. Défensivement, généralement un joueur qui fait à peu près ses 6 fautes en 3 minutes. Et offensivement, quelqu'un qui bataille mais qui est assez laborieux. Donc voilà, Je suis très content. circonspect. Voilà, je m'arrêterai là. Je suis content parce que j'étais de l'autre côté du spectre avec Hartenstein. Alors non pas que j'étais non plus dithyrambique sur lui, mais je trouve que c'est un backup plutôt complet, intéressant. Effectivement, chez nous, il faisait trop de fautes, c'était clair et net. Mais j'étais content du coup de sa saison aux Clippers parce que je trouve que c'est un pivot backup intéressant, de talent, qui peut vraiment faire illusion. Et on va le voir aussi avec Mitchell Robinson, hein, qui est constamment blessé. On espère pour les fans des Knicks qu'il réussira à se maintenir un petit peu cette saison, mais un backup quand même intéressant au cas où Mitch se reblesserait comme chaque saison, j'ai envie de dire. Assez parlé de moi qui nous dit dans le chat, il protège l'arceau et bouche la peinture pour Julius, c'est parfait pour Tibbs. Voilà, déjà un petit peu de critique du côté des fans des Knicks, c'est bien d'avoir aussi ce penchant-là du côté des fans et du chat. Dis-nous Jérémy. Est-ce qu'on avait besoin de prendre Einstein alors qu'il y a déjà Jericho Sims pour beaucoup moins cher qui faisait ça? Voilà, moi, c'est ça mon interrogation. Effectivement. Et Effectivement, qu'il c'est fait vrai bien que... mieux. C'est vrai, Ouais. en plus, à chaque fois que je le vois, je l'aime bien, je suis assez de ton côté, mais j'ose pas trop le dire parce que sinon je me fais charrier dans la conversation QI. Ouais. Mais effectivement, Jericho Sims qui est derrière. Mais ça ne faisait pas partie des mouvements de l'été. Les autres mouvements de l'été, ce sont surtout des départs qu'on va notifier, des départs intéressants dans le sens où, enfin, exit Kemba Walker, pari tenté, pari raté. Alors on était plusieurs à le voir plus ou moins venir, malgré tout. C'était quand même avec peu de risques que les Knicks s'engageaient avec l'ex-meneur de Charlotte. Fini cette expérimentation-là. Alec Burks s'en va également. Taj Gibson aussi. Nerlens Noel, pareil. Plutôt des choses pour dégraisser, pour enlever du salaire potentiel et prolonger, on l'a dit, RJ Barrett, mais aussi Mitchell Robinson, pour aussi éventuellement penser à la suite. Et bien évidemment, pour enlever l'histoire d'amour de Thibodeau avec Taj Gibson, qui prenait effectivement un petit peu trop de place peut-être dans la rotation. Le peu de place qu'il en prenait, c'était déjà un petit peu trop pour Taj Gibson, qui doit avoir 45 ans. Je ne sais pas, c'est un peu mon impression. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jérém. Mais il est encore là. J'étais étonné parce que, bon, ouais. Finalement, il avait que 35 ans en fait. Hein. Oui, mais il a l'air d'avoir 80 ans, ça fait des années qu'il joue dans la ligue, après il est peut-être arrivé tôt, mais effectivement, en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Arrête avec Jericho Sims, c'est la vraie vie là, voilà, petite, vous l'avez, c'est Guillaume bien évidemment, vous l'aurez reconnu, hein. Voilà, a priori les 3 pivots apportent des choses différentes, la rotation n'est pas débile, mais le gars qui a les commandes des line-up, voilà, donc assez parlé de moi, vous l'aurez compris, il est très dubitatif quant au coaching, et c'est bien, on va pouvoir avoir des insights par rapport à ça. Guillaume qui nous rassure, en vrai, lui aussi aime Jericho Sims. Ça m'inquiète un peu de me retrouver dans le pic des hipsters avec vous deux en conseiller, vraiment. On sait que c'est des joueurs souvent trop sombres, hein, qui ne voient pas le terrain de toute façon. Sur 82 matchs, il faut au moins 3 pivots si t'as un blessé, dit Stojakovic 2.1.
Oui, je suis assez d'accord, surtout quand on a Mitchell Robinson en termes de pivot titulaire qui est blessé 80% du temps. J'exagère un petit peu. Petit Scud nous dit, mais Hartenstein peut étirer plus le jeu, est un très bon protecteur d'assaut, très bon petit flotteur aussi. Moi j'aime bien Hartenstein, hein, je trouve qu'il est assez complet comme joueur. D'ailleurs, pour un intérieur, il y a un petit peu de playmaking, un petit peu de passe. Alors c'est pas ce qu'on lui demande en premier lieu, hein, c'est vraiment juste pour créer du décalage ou quoi, démultiplier les choses qui peuvent l'être. Donc calmons-nous, mais je suis d'accord sur le toucher, je suis d'accord que c'est un joueur quand même assez complet dans sa palette, et c'est jamais, je trouve, inintéressant d'avoir ce style dans la peinture. Néanmoins, on va revenir sur le plus gros, bien évidemment, la signature de Jalen Brunson. C'était le gros événement de l'été du côté de New York. On le comprend, le deuxième joueur derrière Luka Doncic la saison passée qui faisait, on peut le dire, une breakout year, bien sûr. Une année vraiment de l'éclosion, si je traduis ça littéralement, c'est très moche, et qui en plus montrait des flashs solo plus qu'intéressants pour faire vraiment monter sa cote à son paroxysme. On pense notamment aux absences de Luka Doncic, alors que ce soit dans les mois de décembre, il avait manqué plusieurs matchs Luka, mais aussi bien évidemment en playoff face au Utah Jazz. On se souvient de la blessure de Doncic qui pouvait permettre au Jazz de passer à un tour, avoir potentiellement des matchs plus faciles, et finalement un Jalen Brunson de feu qui marquait 41 et 31 points avec très peu de pertes de balles, voire aucune sur un de deux matchs il me semble, et qui finalement réussissait à faire passer le cap aux Mavs de ce premier tour face au Jazz, un Jazz décimé bien évidemment, mais malgré tout il arrivait à prendre deux matchs à Utah, et donc il faisait augmenter sa cote. Nice work N5, merci beaucoup Thibaut, gros big up à toi. Regarde les messages sur son répondeur. Je vous relirai juste après, je finis sur Jalen Brunson, je vous relirai bien sûr dans le chat. Jalen Brunson donc, dont le profil est un profil un petit peu atypique, si je puis dire, puisque c'est un très bon meneur sur le drive et sur tout ce qui est shoot proche du panier, très haut pourcentage sur ce genre de panier, sur ce genre de shot making, dans un style totalement aux antipodes de souvent ce que sont les joueurs bons proches du panier sont, c'est-à-dire un style pas du tout explosif, qui joue beaucoup plus sur le footwork, les feintes, le off-tempo, un jeu de rythme et de hors rythme, qui joue également beaucoup sur son physique, comment il va créer le contact avec le défenseur pour pouvoir mieux le piéger sur une feinte et pouvoir terminer et obtenir un bon shoot, avec pas mal de jeux au poste également. Un style du coup très imprévisible. On parle un peu de craftiness bien sûr pour faire de l'anglicisme un petit peu dégueulasse. Un style en plus qui se retrouve parfaitement autour du pick and roll, puisque il va réussir à parfaitement manipuler la défense, les aides défensives pour faire parler son playmaking, et c'est ce que les Knicks vont pouvoir espérer de mieux. Un meneur de jeu de métier, c'est ce qu'attendaient les Knicks depuis longtemps. Un avis, Jérém, rapidement sur le joueur et la signature aux Knicks. Qu'est-ce que tu en penses de ce Jalen Brunson pour New York? Alors je pense déjà que c'est un très beau coup. C'est un coup qui va probablement être sous-estimé en premier lieu, parce que quand on pense à Jalen Brunson, on pense à un joueur qui était quand même dans l'ombre de Luka Doncic, et on a l'image des Mavs qui sont une équipe vraiment héliocentrée, et donc qui n'avait pas vraiment de grosse deuxième option. Mais en réalité, euh, bah, quand Jalen Brunson était sans Luka Doncic, les Mavs restaient une très bonne équipe en attaque, et c'était en grande partie parce qu'il y avait un véritable second moteur offensif dans l'équipe, et que d'ailleurs on peut le voir parce que l'offensive rating de l'équipe était meilleur avec juste Jalen Brunson sur le terrain que juste avec Luka Doncic sur le terrain. Donc je trouve que c'est un indicateur assez fort de ce qu'il est capable de produire. Et vu qu'on n'est pas sur une superstar et un meneur qui est attendu comme de très haut niveau, ça montre qu'on est sur quelqu'un de très intelligent et qui sait vraiment utiliser ses qualités. Euh, et on a pu le voir, je pense, pendant les 3 matchs sans Luka face au Jazz en playoff, où en fait il est capable de prendre le relais. Et je vois Guillaume qui dit Brunson against CP3 du pauvre dans le chat. Et ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est ça. C'est que on peut être surpris, et surtout pour une équipe comme les Knicks qui ont évolué avec Alec Burks par exemple en meneur l'année dernière par séquence. Donc il va y avoir une gap énorme, je pense, entre l'avant Jalen Brunson et l'après, quoi.
clairement, surtout avec les Knicks qui avaient un manque cruel sur ce poste-là, et depuis des années, ça risque de leur faire tout drôle, les Knicks, dans ce contexte. Alors tu le disais, on l'a vu aux Mavs capable, justement dans les absences de Luka Doncic, de faire de très belles choses, que ce soit au playmaking, mais aussi sur la création offensive individuelle pour lui-même. Néanmoins, deux petites choses quand même que je voulais notifier. Un contexte un petit peu moins bon, un petit peu moins propice potentiellement à son style de jeu, avec notamment des lignes de drive potentiellement un petit peu plus bouchées. Tout à l'heure, assez parlé de moi, parlait de Mitchell Robinson dans la raquette qui bouchait la peinture pour Julius Randle. C'est vrai qu'on a deux intérieurs, Mitchell Robinson et Julius Randle, qui, s'ils sont alignés ensemble, ne s'écartent pas tellement ou peu. Alors un petit peu plus pour Julius Randle, mais malgré tout, qui aime aller dans la peinture. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir quand même avec le contexte des Mavs, dans lequel vraiment tout le monde pouvait s'écarter. Le grosseur a été construit bien sûr autour de Luka. Et donc, avec vraiment la ligne de drive ouverte pour lui, et ensuite plein de joueurs qui pouvaient shooter, artiller à 3 points. Là, ça va être un petit peu plus tricky parce que les Knicks, ce n'est pas vraiment l'environnement parfait à ce niveau-là. Néanmoins, je parlais de Randle tout à l'heure pour parler de cette difficulté-là sur les lignes de drive et la peinture un petit peu bloquée. On peut quand même penser à une création d'une synergie possible avec le joueur, puisque Randle, c'est un intérieur aussi qui peut être créateur secondaire. On l'a vu, créateur primaire, il y a ses limites, mais en termes de création secondaire, pour un joueur de son poste, il y a des choses à faire en termes de playmaking. Pourquoi pas créer quelque chose. Après, on le sait que le travail de coaching de Thibodeau est plus porté de l'autre côté du terrain, plus défensif. Il y a peut-être un petit peu moins d'inventivité en termes offensifs. Néanmoins, Thibodeau, il a eu des profils d'intérieur un petit peu polyvalents et qui pouvaient au playmaking ou à la création post-haut faire des choses. On pense à Joachim Noah à l'époque. Ça peut s'envisager, et j'ajouterai à cela, et surtout le double effet qui se coule de cette signature de Jalen Brunson, c'est que la création, que ce soit individuelle ou collective, va enfin se retrouver dans les mains d'un meneur de métier, et surtout ça va la décharger d'autres mains, et on pense à Julius Randle encore une fois, mais aussi à RJ Barrett. Les deux ont expérimenté, vous me direz dans le chat les fans des Knicks ce que vous en pensez à ce niveau-là. Les deux la saison passée ont beaucoup plus créé du coup pour eux-mêmes, ont tenté de créer un petit peu plus pour les autres, avec les difficultés potentielles qu'on a pu voir, surtout en termes de création principale, et je pense à Julius Randle, qui est certainement un créateur secondaire, mais certainement pas un créateur primaire, ça a beaucoup trop de limites. Là, au moins, ceux-là vont se retrouver décalés dans la hiérarchie et dans la liste de création, que ce soit individuelle ou collective, et je pense que ça forcément, en fait, ça élève un petit peu le plancher, quoi qu'il arrive, de l'équipe, surtout que avec moins de poids offensif vient potentiellement plus d'efforts possibles à faire en défense. Je pense à RJ Barrett qui a toutes les compétences pour devenir un vrai two-way player dans cette ligue, et qui, c'est vrai, la saison passée, je trouvais, était assez inconstant dans ce domaine-là, surtout, je pense, au vu des efforts qu'il devait potentiellement fournir en attaque, et d'un rééquilibrage des deux. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là dans le chat? Je vais vous lire un petit peu, on va revenir d'ailleurs à l'autre écran. Jérémy, est-ce que tu as des choses à compléter à ce niveau-là pendant que je lis le chat? Je te balance un petit peu la patate chaude, mais n'hésite pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Pendant que moi je vais profiter du chat pour pouvoir faire monter quelques messages. Je pense effectivement la valeur de cette arrivée, elle est autant par ce qu'il apporte lui directement que par ce qu'elle permet collectivement, c'est-à-dire que de retirer la balle des mains de Randle et de plus en faire un premier créateur, idem pour Randle, ça va permettre de remettre les joueurs dans des conditions qui leur permettent le mieux. Alors oui, on ne peut pas attendre de Tom Thibodeau un coaching d'excellence et extrêmement créatif en attaque, mais si on commence à avoir un Randle qui joue un petit peu plus off-ball et qui fait moins de création, qui prend moins de tirs casse-croûte sur des fins de possession ou même dès le début de possession parce qu'il est en confiance et que c'est à lui de créer le jeu, possiblement, offensivement, les Knicks qui avaient fortement chuté l'année dernière, je crois qu'ils étaient 23e offensive rating, ça va permettre peut-être de remonter 15e, 14e et de reconstruire un équilibre attaque-défense un peu plus intéressant, quoi. Alors que Tom nous dit près de 91% des shoots en carrière de Mitchell Robinson sont entre 0 et 3 pieds, l'antithèse du spacing.
Effectivement, néanmoins, avec Jalen Brunson, on peut aussi se dire que en termes de pick and roll et de menaces aériennes, on peut récupérer un petit peu à ce niveau-là. Le problème étant qu'il va falloir, encore une fois, qu'il apprenne à faire un écran. Donc, voilà, ça c'est vraiment ma take. Je trouve qu'il ne sait pas placer d'écran et c'est très dommageable. J'espère qu'il va pouvoir apprendre cette saison parce que pour justement profiter des qualités de Jalen Brunson, notamment sur le playmaking, sur pick and roll, ce serait intéressant pour l'équipe qui réussisse à enfin apprendre ça. Voilà, qu'est-ce que vous dites d'autre? C'est vraiment une si bonne idée d'avoir Randle sans la balle vu qu'il est quasi un point mort off-ball. Je pense aussi que voilà, la synergie pick and roll peut-être entre lui et Jalen Brunson peut être intéressante sur la double création, un petit peu de two-man game potentiel. Je sais, sinon ce sera forcément au relais et faire l'un et l'autre par à coup, que même quand Brunson soit sur le terrain, il puisse déléguer à Julius Randle, mais dans une moindre mesure que précédemment où Julius vraiment faisait tout mais du coup faisait aussi beaucoup d'ISO et voilà. Et je pense aussi surtout c'est par rapport, voilà, j'ai cité les ISO, les Knicks la saison passée, je trouve que c'était énormément ISO sur ISO, chacun leur tour, c'était vraiment moche. Là au moins créer un premier décalage et ensuite advienne que pourra. Mais au moins sortir de cette absence finalement de schéma offensif, surtout. Voilà. Dis-moi. Non, mais déjà, oui, il y a la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire jouer off-ball? Dans l'idée, c'est non, mais entre Jalen Brunson et Julius Randle, qui va être le plus efficace sur pick and roll ou sur isolation? Bon, je pense qu'on a la réponse, donc c'est déjà le moins pire en tout cas. Donc c'est déjà ça de prix, quoi. Oui, c'est vrai que quand on peut pas faire mieux, il faut viser le moins pire. Tu as tout à fait raison. Le Randle Finisher, c'est la version de Nola, mais difficile pour moi de le voir scale back. Alors ça, c'est aussi une question. La vérité de son niveau est entre il y a 2 ans et l'année dernière, je pense. Je pense aussi, c'est vrai que Julius Randle, son année Most Improved Player, bien sûr, il y a 2 ans, c'était intéressant aussi en termes de pourcentage au shoot et d'efficacité au shoot, que ce soit les longs 2, mais aussi même à 3 points. Il avait fait une énorme progression là-dessus. Il y a un truc intéressant, c'est de voir par exemple les chiffres avec Derrick Rose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose en fait que j'ai revu là en regardant la preview et en allant un petit peu regarder. C'est très intéressant de voir que en fait, alors moi je comprenais pas pourquoi Derrick Rose avait un plus-minus positif au vu de ses manquements en défense. Je trouve qu'il se fait dépasser systématiquement en défense et que c'est vraiment un des pires joueurs d'Enix à ce niveau-là. Je pense par exemple qu'il y avait d'autres meneurs de jeu en fait qui étaient meilleurs à ce niveau-là, mais qui avaient des plus-moins négatifs. Et en fait, il y avait une des raisons pour lesquelles je trouvais qu'en fait Derrick Rose avait un plus-minus positif et un apport positif au global finalement pour Phoenix, c'est que son guard play, alors limité, son playmaking, son guard play, faisait en sorte que du coup Julius se retrouvait avec des positions un petit peu plus préférentielles au shoot. Et en fait, quand on regarde les chiffres de Julius avec Derrick Rose sur le terrain, on voit que son shoot en termes d'efficacité augmente et retrouve des moyennes, en tout cas la saison passée. Sauf que Derrick Rose a manqué énormément de matchs la saison passée et je pense que ça s'en est ressenti un petit peu aussi sur le niveau de Julius, qui malgré tout, je pense, ne retrouvera jamais les niveaux d'il y a 2 ans. Tu le dis très bien d'ailleurs, Tom, je pense que son niveau est un petit peu différent de celui d'il y a 2 ans où c'était vraiment l'apex. Néanmoins, je pense que du coup, on peut retrouver aussi un Julius Randle qui joue en fin de chaîne, mais aussi en première intention sur ses shoots, sur des décalages déjà créés par Jalen Brunson. Et je pense qu'il peut un peu aussi récupérer à ce niveau-là. Assez parlé de moi qui nous dit, perso, j'attends de JB sous Tibbs, un jeu à la Elfrid Payton mais efficace, pénétration en chaîne et kick-out plus catch and shoot. Je suis assez d'accord, je pense que sur la démultiplication des décalages, ça peut se faire derrière. Tom, il se la pète avec des termes anglais, c'est pas du jeu. Alors là, si on dit ça de moi avec mes anglicismes, je suis foutu. Facile, Rose joue avec le banc. Alors il y a aussi de ça, effectivement, nous dit assez parler de moi. Ça me fait penser que j'ai quelques vidéo à vous faire partager, toujours des ressources que j'aime vous montrer. Alors je ne peux m'empêcher bien évidemment de partager plutôt la vidéo
de Kevin O'Connor sur l'intégration de Jalen Brunson chez les Knicks. Vous savez bien évidemment mon inspiration avec Kevin O'Connor, voilà, je ne la cache pas. Quelques autres vidéos que je trouvais intéressantes, notamment celle où j'ai trouvé toutes ces choses sur la synergie de Julius Randle, Derrick Rose et sur cet aspect-là. Et on en parlait, et Jérémy le rappelait en plus de moi, preuve que je ne délire pas, les intégrations notamment de R.J. Barrett, mais aussi du reste de l'équipe sous Jalen Brunson, avec l'idée que un meneur de jeu ne pourrait faire que du bien à ces Knicks-là pour de toute façon décaler la hiérarchie et les responsabilités notamment de création. Tout simplement Julius Randle qui se retrouvait premier en création, premier rôle de création offensive collective, mais aussi individuelle, passe à la deuxième position. R.J. Barrett qui était deuxième passe en troisième, et rien que ça c'est déjà un autre plancher pour l'équipe. On va passer à la suite. L'autre point intéressant, mais peut-être non réglé cette fois-ci, et on va pouvoir en discuter, c'est l'aspect défensif du terrain. On sait qu'il y a eu un step back aussi de ce côté-là du terrain la saison passée chez ces Knicks-là, qui avaient fait une très bonne saison il y a 2 ans, la fois où ils retrouvent bien sûr les playoffs. Une très bonne saison défensive qui était néanmoins déjà à nuancer à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de réussites et surtout un manque de réussite adverse sur des choses qui étaient un petit peu curieuses. On pense notamment aux 3 points dans les corners qui étaient assez mal défendus, et malgré tout il y avait chez les adversaires des Knicks un pourcentage pas terrible sur ces 3 points là. Il y a eu quand même un réajustement assez logique du coup la saison passée. Néanmoins, on peut parler de cette défense des Knicks. On sait que coach Tibbs est un coach défensif. Alors, tu me diras peut-être si tu vois, Jérémy, des joueurs au profil intéressant de ce côté-là. Moi, je note forcément R.J. Barrett, Mitchell Robinson dans ce domaine, Quentin Grimes, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des profils de joueurs qui pourraient être intéressants de ce côté-là du terrain? Et ensuite, je reprendrai la main, bien sûr. C'est ça un peu, je trouve, la source d'inquiétude pour cette équipe, c'est que on sait que tout le système de jeu de Tom Thibodeau repose sur la défense. L'année où ils explosent en 2020-2021, c'est certes porté par un Julius Randle on fire, mais c'est avant tout parce qu'ils sont 4e défense de la ligue. L'année dernière, ils sont bons, ils sont 11e, mais en fait, la question c'est est-ce que avec quelques profils défensifs comme Mitchell Robinson, comme Quentin Grimes, comme R.J. Barrett, s'il est plus mis en avant de ce côté-là, ou en tout cas qu'il met plus d'énergie de ce côté-là, ça va suffire à remonter le niveau défensif? Ça paraît compliqué ça. On sait qu'il y a voilà, à peu près tous les pivots de façon de ce roster qui sont plutôt des bons défenseurs d'arceau. Mais sur les lignes extérieures, on a pas mal de joueurs qui sont plutôt faibles. On peut penser à Evan Fournier qu'on a vu d'ailleurs pendant la Coupe d'Europe, une grande difficulté en défense. Jalen Brunson, on sait qu'il a des limites. Et même dans les rotations, je trouve pas qu'il y ait de joueurs dont on peut se dire ils vont apporter une forme d'équilibre ou vont permettre d'avoir une rotation à 4-5 joueurs qui sont très très bons en défense, qui permettent de vraiment verrouiller un match. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est un peu les limites défensives. Donc oui, Tom Thibodeau apporte une certaine sécurité de ce niveau-là parce que on sait qu'ils vont vraiment bien blender la raquette, parce que ils vont bien défendre le 3 points, mais ça manque de profil pour être élite en défense et donc pouvoir prétendre à faire une saison un peu surprise comme on a eu il y a 2 ans, quoi. Petit Scud et assez parlé de moi qui nous disent dans le chat Quickly, bon défenseur, très long. Petit Scud qui rajoute en parlant de Quentin Grimes, qui lui est reconnu pour ça et qui est cité par assez parlé de moi. Petit Scud qui dit oui, lui aussi, mais Quickly est underrated par rapport à sa défense. Et enfin, assez parlé de moi qui nous dit en fait, il y a le matos, mais les rotas sont pas équilibrés. C'est vrai, et d'ailleurs ça donne du moulin à un des commentaires de Tom qui nous dit attention à l'équilibre, car un banc uniquement avec des jeunes joueurs, c'est pas top. C'est vrai qu'il y a potentiellement des rotations à trouver du côté de ces Knicks-là. Tu parlais justement d'Evan Fournier. Est-ce que Evan Fournier, alors, au niveau création, on l'a vu avec l'équipe de France, c'est peut-être pas le meilleur des solutions
Et donc du coup, le voir comme un créateur en sortie de banc, ça a peut-être ses limites. Malgré tout, pourquoi pas en termes de création individuelle sur le banc, et histoire de rééquilibrer aussi un petit peu ça. Est-ce qu'on a d'autres joueurs qu'on voit potentiellement rentrer dans le 5? Je pense beaucoup à Quentin Grimes, bien sûr. Quentin, je vais l'appeler Quentin, hein, ce sera plus simple parce que j'ai beaucoup de mal avec l'accent anglais sur Quentin. Grimes, bien sûr, qui est pas mal hypé par nos fans des Knicks en termes de potentiel trendy. Peut-être au poste d'arrière pour accompagner Jalen Brunson et équilibrer un petit peu peut-être défensivement ce backcourt. Qu'est-ce que vous avez dans le chat pour nous à ce niveau-là? Tibbs gère ses rotations comme au hockey, c'est choquant, nous dit Petit Scud. Tom qui nous dit ce qui est inquiétant, c'est que l'an dernier, c'est l'équipe qui avait le plus bas pourcentage de 3 points adverses dans le coin. C'est une marge de progression en moins car ça ne peut que régresser. L'année passée aussi, je croyais que c'était que par rapport à il y a 2 ans, mais alors si c'est l'année passée aussi, c'est assez intéressant. Par contre, il faudrait peut-être commencer à essayer d'expliquer ça parce que 2 saisons de suite, une anomalie pareille, ça me semble étrange. Guillaume qui nous dit: vous aimez pas Fournier parce qu'il est français, vous êtes des haters. Voilà, ça doit être ça. Et c'est pour ça que le reste du temps, on est trop chauvin. Je pense que c'est vraiment la meilleure des explications. Tu as tout à fait raison, Guillaume. Tom, les stats, ça veut rien dire. On leur fait dire ce qu'on veut. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut regarder le Basket Lab qui fait plein de statistiques. Randall Mitch, ça marche pas. Brunson Fournier, c'est douteux, nous dit assez parler de moi. J'aimerais voir un potentiel repositionnement de Fournier, c'est ce qui semble le plus évident, je pense. Et après, Randall Mitch, mais alors dans ce cas-là, Randall Mitch, assez parlé de moi, je peux voir effectivement l'intérêt de ne plus les aligner ensemble, mais alors que fait-on de la protection d'Arceau? On sait que Randall, c'est aussi une des problématiques défensives, surtout en termes d'effort. Est-ce que en ayant un rôle un petit peu moindre dans l'offense, on arriverait à avoir un Randall qui se bougerait un petit peu plus le cul de ce côté-là du terrain? Rien n'est moins sûr, et ça fait quand même un très gros problème, parce que ne pas protéger l'Arceau, c'est quand même autre chose. Assez parlez-moi, est-ce que un Hartenstein plus qu'un Mitch Robinson, c'est viable? Avec la prolongation de Mitchell Robinson à gros sous, je pense que c'est compliqué de l'imaginer. Plus évident, mais déjà écarté, on parle de Fournier potentiellement en seconde unit et quelqu'un d'autre à sa place sur le backcourt. Fournier a déclaré aujourd'hui qu'il n'a jamais joué avec Hartenstein. Randall Mitch, raquette la plus surcotée de la ligue, fallait le dire. Jedi Padawan d'ailleurs, qu'on salue, incroyable pseudo, j'adore. Disons qu'offensivement, ça ferait plus de sens déjà. Alors c'est sûr. Vous voyez, les Knicks, il y a des belles choses du coup, et Jalen Brunson rebat quand même beaucoup les cartes. Néanmoins, encore une fois, on voit un roster qui doit trouver un certain équilibre. Il y a pas mal de débats à avoir là-dessus, une hiérarchie à faire, et je vous renvoie encore une fois à la preview signée FD, avec, je trouve, un intérêt en plus à cette preview. Alors, bien sûr, c'est de chez nous, hein, je vais en faire la pub, mais malgré tout, aussi une vision, et on va s'arrêter là juste après, une vision sur le moyen long terme, en pensant justement à cette signature de Jalen Brunson qui, en plus des apports qu'on a pu citer et de tous les débats qu'ils peuvent entraîner, mais en tout cas de l'apport quand même sportif qui devrait permettre aux Knicks d'espérer encore une fois le play-in de manière assez pérenne les années prochaines, c'est aussi l'idée de stabiliser un effectif, de réussir à se rendre crédible aussi auprès des prochains free agents et aux prochains d'autres... à côté d'autres joueurs. Pardon, je perds mon français, excusez-moi, ça arrive. Je pense aussi à la prolongation d'R.J. Barrett, 2 profils sûrs du coup pour la suite, avec à côté des assets potentiels peut-être au final, si Rundle pouvait faire remonter sa cote, pardon. On parlait de Fournier aussi. Fournier qui a un contrat, on le regardait avec Jérémy juste avant le live, un contrat... Alors, un petit peu élevé, mais qui, avec la team option en 3e année, pourrait se révéler attrayant d'ici 1 an, parce qu'un joueur qui, finalement, ne reste pas forcément longtemps, et donc qui a une valeur quand même assez intéressante, surtout sur son profil de shooter à 3 points potentiel. Alors, dans l'inconstance, et avec une défense qui perd un petit peu de ses qualités,
malgré tout, on peut les envisager comme des pièces futures. On parlait, assez parlé de moi le disait aussi, de Mitchell Robinson qui ne fit pas forcément avec Randle, ou en tout cas il faudrait imaginer peut-être d'autres choses. Ça peut être aussi une pièce d'échange potentielle sur le moyen long terme, surtout quand on voit des jeunes prometteurs. On pense à Quickley, à Grimes, à Toppin, des potentiels step-up à surveiller cette saison. En tout cas, c'est des choses qu'on va voir. Et je vous renvoie encore une fois à la preview signée FD, qui est très intéressante là-dessus et qui essaye de jeter quelques petits ponts. Cam Reddish, est-ce que tu y crois, Jérémy? Alors là, patate chaude totale. Cam Reddish, énorme interrogation. Est-ce qu'il va jouer? On sait qu'avec Thibodeau, c'était pas vraiment l'amour fou. Est-ce qu'on peut l'imaginer avoir un rôle là-dedans? C'est un joueur qui a ses limites, qui est très branché création individuelle, mais qui a tous les défauts aussi de ce genre de profil, à savoir une vision tunnel assez développée. Et puis, c'est un joueur quand même qui, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le terrain. Est-ce que tu t'imagines quelque chose pour lui? Ou alors, globalement, Jérémy, est-ce que tu as un dernier mot sur ces Knicks avant que je lise le chat et que puisse passer à la suite? Je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'on sait déjà que passer au-dessus des rotations de Thibodeau, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il aura des occasions dans la saison parce que le jeu des blessures fait toujours que tu as des opportunités. Le problème étant que c'est un joueur qui aime bien la création individuelle, mais qui tire, je crois, en carrière à 38 ou 40%, qui a du mal avec son tir à 3 points certaines années. Néanmoins, s'il arrivait à faire un step-up défensif et à être à peu près régulier sur son tir à distance et à pas trop bouffer le ballon, en vrai, je pense que c'est pas foutu pour lui à un moment donné de s'imposer comme un joueur de rotation, même dans cette équipe des Knicks. Oui, il y a une difficulté, oui, il y a un problème de confiance avec le coach qui va s'imposer, mais je pense pas que ce soit perdu et je pense quand même qu'il y a assez de talent pour imaginer quelque chose. Après tout, il est que dans sa 3e saison, enfin, il a fait que 3 saisons et encore pas mal embêté par les blessures la 2e année, donc bon, je pense que c'est jouable, ouais. Reddish aura déjà une opportunité ce soir avec Grimes blessé, nous dit assez parler de moi. Grosse inquiétude sur le temps de jeu de Quickley et Toppin. On sait aussi que Tom Thibodeau, en termes de développement de joueurs et en termes de temps de jeu, il adore rester sur ses valeurs sûres, faire jouer les titulaires 38 minutes par match, si ce n'est plus. Et c'est sûr que ça ne va pas aider pour la franchise en termes de développement de ces jeunes-là. Reddish, je vous recommande les 3 heures de Guillaume le Basket Lab dessus avant la draft. Moi j'y crois, Reddish, nous dit Guillaume. Justement, on m'a dit que Reddish plus Trey, ce serait plus fort que Luka. Et je sauvegarde ce commentaire pour jeudi soir. On ira voir bien sûr les Hawks qui vraiment se font traquer là-dessus, un petit peu à raison, il faut le dire. Mais bon, il y avait de l'idée. Après, voilà, Reddish ne s'est pas avéré à la hauteur de la légende, si je puis dire. Niveau Knicks global, est-ce que tu as quelque chose à dire, Jérémy? Dans le chat, n'hésitez pas si vous voulez avoir un dernier mot sur ces Knicks-là. Bien sûr, encore une fois, je le dis, preview loin d'être exhaustive. On essaye de tirer globalement des grandes orientations pour la franchise, que ce soit bien sûr sur la saison à venir, en parlant de jeu, bien sûr, concrètement, mais aussi peut-être un petit peu moyen long terme quand on peut. Encore une fois, je vous renvoie à la preview signée FD, notre article QIBasket.net, bien évidemment, qui sera dispo pour la rediff YouTube dans la description. Vous aurez un avis un petit peu plus poussé, exhaustif, s'il en est. Jérémy, avant que je laisse la place, le dernier mot au chat, bien évidemment. Un dernier mot global sur ces Knicks. Je peux t'offrir une conclusion qui vient du chat en plus. Je peux t'offrir une conclusion qui vient du chat. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Julius Randle et tu disais que 2020-2021, c'était un petit peu son prime, son apex. Et donc Guillaume te répondait, il était triste que tu ne l'aies pas vu. Il ne retrouvera pas son niveau d'il y a 2 ans puisque l'apex, il n'y en a pas 2. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Tu la comprendras si tu peux. Alors là, bravo, je l'ai loupé. Tu as bien fait de la noter dans le chat. Bravo, là je peux, oui, effectivement, je pense qu'on peut s'arrêter là. Jérémy, il a un quota de mots à pas dépasser ou alors il est timide ce soir. Non, c'est ma faute. Je ne le lance que sporadiquement, mais vous inquiétez pas, sur les Lakers, ce sera lui qui dominera les débats en spécialiste, bien sûr, de la franchise de LA. Ça, c'est une pique pour lui. Quel bonheur.
Oui, quel bonheur. Assez parlé de moi nous dit perso, j'espère que Tibbs dégage en janvier pour éclairer la situation. C'est triste d'en y arriver là, mais bon, sinon on va nulle part. Un avis assez tranché sur coach Thibodeau qu'on peut néanmoins comprendre. C'est vrai que toutes les critiques que tu as pu soulever, je peux les entendre largement. Et c'est vrai que moi je te rejoins surtout sur une chose, c'est l'aspect développement des jeunes joueurs et aussi tentative aussi voire des essais. Notamment, voilà, je parlais sur le poste 2, enlever Fournier peut-être au profil d'un joueur peut-être plus jeune, mais qui apporterait aussi différemment en défense, voire essayer des choses peut-être à l'intérieur différentes un petit peu de Mitchell Robinson. Après, c'est vrai que c'est peut-être moins probable aussi et moins facile à faire avaler au front office qui vient de le prolonger quand même assez cher. Bref, c'est vrai, je peux imaginer que le manque de créativité de Tibbs soit un frein pour ce Knicks-là, qui malgré tout, et je vais finir là-dessus, je vais me permettre de conclure, qui malgré tout, avec Jalen Brunson, font clairement un pas dans la bonne direction, ou en tout cas réussissent à combler un manque qu'ils avaient depuis très longtemps, et un manque qui est un manque quand même extrêmement important, la création offensive collective, c'est forcément souvent historiquement des postes 1, mais que ce soit aussi d'autres postes, c'est primordial pour une équipe, et ça fait très longtemps que les Knicks n'en avaient pas. On parlait tout à l'heure des difficultés de Fournier et le fait qu'il prenait quand même beaucoup de catch and shoot, etc. Et dans le cadre des Knicks, en tout cas, c'est quelque chose qui se comprend très bien. Dans le manque d'initiation qu'il y a, c'est quand même le mieux qu'il puisse faire aussi. Enfin, je trouve que l'équipe avec Jalen Brunson va pouvoir retrouver une animation collective d'un meilleur niveau que le tout ISO et l'enchaînement d'ISO qu'on a pu voir la saison passée qui était vraiment très lourde à voir jouer et qui forcément ne pouvait obtenir de bons résultats. Je pense quand même que ça va être intéressant de suivre cette saison avec Jalen Brunson. On souhaite en tout cas à tous les fans des Knicks qui soient à la hauteur de ces flashs sans Luka Doncic la saison passée avec les Mavs. C'est pas garanti, on est d'accord, ne dis assez parle de moi. On risque de faire une saison correcte malgré tout. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour ce qui est des Knicks. En tout cas, on te le souhaite, comme tu dis, Guillaume. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à ces Knicks-là. Réaccrocher les playoffs sous l'égide de Jalen Brunson. On s'arrête là, merci à tous les fans des Knicks d'avoir été présents avec nous. Assez parlé de moi, bien sûr, petit Scud. Et puis, bien sûr, tous les autres qui ne sont pas forcément fans des Knicks, mais qui étaient avec nous. Il me semble qu'on avait un dernier fan des Knicks. Oui, Stojakovic. Quelque chose des numéros, excuse-moi pour ton pseudo encore une fois, mais voilà, merci à vous, c'était très sympa d'avoir votre retour encore une fois. Ces previews augmentés par l'apport de tous les fans qui peuvent être en live. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui rejoindraient les previews sur la rediffusion YouTube. Encore une fois, les liens de la preview mais aussi de notre Twitch sont en description. On se retrouve tous les soirs de la semaine pour faire 2 previews par soir. Et d'ailleurs, on va s'attaquer aux Los Angeles Lakers.